Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce moment historique pour notre maison. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Bilkar et je suis la 7e génération qui a le privilège de diriger la maison Bilkar Salmon. Et aujourd'hui est un grand jour, au-delà de cette cuvée Elisabeth Salmon, j'ai le privilège d'avoir avec moi Paz Levinson, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, mais Paz, au-delà d'être une amie, a comme métier, parce qu'être amie, c'est pas notre métier, elle est la chef sommelière éminente pour tout le groupe PIC. Donc, bien sûr, le bateau amiral à Valence, mais les restaurants à Singapour, à Lausanne, bientôt à Megève, et j'en passe. Donc, bienvenue Paz. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis honorée d'être là et avec tout le monde qui se connecte. C'est super. Et, et pour parler d'un super lancement. Donc, oui, voilà, c'est la joie dans le restaurant aujourd'hui. Ben, merci à toi d'être avec nous. Paz est là pour plusieurs raisons, comme je vous l'ai dit, par l'amitié, par sa reconnaissance en tant qu'une des plus grandes sommelières du monde. Mais elle est aussi là, et ça je peux vous l'annoncer en exclusivité, parce que la marraine de cette cuvée n'est autre que Anne-Sophie Pic, la chef la plus étoilée du monde, et une famille, la famille Pic, auquel notre maison est particulièrement attachée, parce que ça fait 3 générations qu'on travaille ensemble, et nous sommes un partenaire, on va appeler ça comme ça, pour le champagne depuis 1959. Donc ça fait plus de 60 ans, et donc quand la question s'est posée de qui était la marraine, la réponse a été évidente pour nous, et c'est Anne-Sophie, on est ravis d'avoir Paz aussi dans ce contexte. C'est magnifique parce que là, quand j'arrivais à les groupes PIC, j'ai vu cette partenariat et façon de travailler en familial avec la maison Bilkar et que ça date de beaucoup de générations. Et c'est une histoire très particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui a cette opportunité de travailler tellement en quantité de temps avec une maison, avec cette fidélité. Et les clients, ils arrivent et ils savent que notre maison, c'est la maison aussi des Bilkar. Et donc, c'est super. Et bon, on a profité aussi de cette période des restaurants fermés pour visiter aussi la maison, plus, bah, de faire des visites aussi. Donc, c'est super aussi que tout le monde, les groupes qui connaissent bien Bilkar, parce que c'est notre carte de présentation à table. Ouais, formidable. Écoute, alors ce qu'on va faire pour que tout le monde comprenne, je vais vous raconter un petit peu l'historique de cette cuvée. Je vais, comme à l'accoutumée, vous donner plus d'informations sur son élaboration et les aspects techniques. Et ensuite, je passerai la parole à Paz, qui sera bien plus capable de moi pour vous faire un commentaire de dégustation plus complet. Et le dernier point, on a reçu, et merci beaucoup de questions. On va faire notre mieux pour y répondre au maximum. Je pense que toutes, ça va être compliqué dans l'heure que nous avons, mais on va faire de notre mieux. Et si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à envoyer un petit un message direct au compte Bilkar Salmon. Et on fera notre mieux, on répondra à tout. C'est juste dans le temps imparti, ça va être un petit peu plus limité. Pour ceux d'entre vous qui ont des bouteilles avec eux, aujourd'hui on goûte en bouteille et on va vraiment utiliser au maximum les compétences de Paz parce qu'on va comparer aussi la bouteille et le magnum parce que cette cuvée est disponible pour la première fois en magnum. On y revient. Donc pour l'historique, ben je crois que vous savez tous que Bilkar Salmon est une maison familiale qui est encore dirigée par la famille et on avait été fondé en 1818. On a été fondé par le mariage de Nicolas François Bilekar, donc mon arrière grand-père, avec une dame qui s'appelle Elisabeth Salmon, donc mon arrière grand-mère. Et c'est donc sans grande surprise que on a décidé de donner le nom de cette cuvée de prestige à la fondatrice de la maison, donc Elisabeth Salmon. Cependant, même si notre historique avec le rosé est très long, on a des écrits qui nous prouvent que on faisait du rosé à partir de, enfin,
au moins depuis 1840, donc ce n'est pas nouveau la culture champagne rosé chez Bilcar Salmon. Cette cuvée, la cuvée Elisabeth Salmon, est plus récente à l'échelle de la maison parce qu'elle a été créée par mon grand-oncle avec le millésime 1988. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, on avait déjà et on a toujours une cuvée de prestige brut qui s'appelle Nicolas François qui était reconnue. On était connu pour notre rosé, brut rosé, que certains d'entre vous connaîtront. Et on avait eu tout simplement des demandes, ou il avait eu des demandes qui disaient faites-nous un grand rosé, un petit peu le pendant de Nicolas François. Et c'est comme ça que Elisabeth Salmon est née. Le millésime 88 avait été sorti en 2001. Là, le millésime 2008 sort en 2021. Donc, le temps et l'accélération du temps et des millésimes en Champagne ne nous a pas encore affectés. Donc, c'est un des derniers 2008 à sortir en Champagne, mais pour nous, c'est notre premier 2008 dans cette catégorie-là. Donc voilà pour l'historique. En ce qui concerne l'élaboration, parce que je sais qu'il y a des grands techniciens qui nous regardent, j'ai reconnu certains noms, donc je vais leur donner la totalité des infos. Elisabeth Salmon est typiquement un assemblage qui a été exactement ou autour de 50% de chardonnay, 50% de pinot noir. Le millésime 2008 ne déroge pas à la règle avec une petite variante. On a 55% de pinot noir et 45% de chardonnay. Donc une variante, mais pas une grande variante. On a pris des raisins de 8 grands crus et un premier cru. Donc il y a 5 grands crus en pinot noir. Vous avez Haï, Verzenay, Verzy, Ambonnay, Bouzy. Et notre grand cru de cœur, mais qui est techniquement un premier cru, qui est Mareuil, qui est important à plusieurs titres, parce qu'il fournit aussi la proportion de vin rouge qu'on a vinifié, qu'on a incorporé dans cet assemblage avec une parcelle spécifique qui regarde le sud d'ici, qui s'appelle Vallefroy. Et le chardonnay, donc les 45% de chardonnay, sont assis sur 3 crus, des grands crus seulement. Vous avez Chouilly qui apporte cet aspect ciselé, cet aspect dentelle un petit peu floral. Vous avez Cramant qui apporte souvent une grande minéralité et Ménil-sur-Roger qui est là, entre autres, pour sa profondeur, sa structure et sa richesse. Donc voilà en gros la provenance des raisins. 8 grands crus et un premier cru, mais un grand cru de cœur. La méthode de vinification est assez typique de Bilcar Salmon. On a utilisé notre approche de vinification à basse température afin de préserver la finesse et l'élégance des vins. C'est la signature Bilcar, pas que pour Bilcar Salmon, mais pour toutes les cuvées, qui apportent ce raffinement que nous recherchons. On ne cherche pas à faire des vins massifs, des vins trop puissants. On essaye toujours de travailler sur la fraîcheur et offrir une colonne vertébrale au vin. Particularité et première fois sur un assemblage d'Elisabeth Salmon, et ça va être intéressant d'entendre Paz et ses commentaires dessus, c'est la première fois qu'on a incorporé une partie de vinification en fût. Donc Bilcar Salmon a plus de 400 fûts bourguignons et 26 foudres, donc on vinifie beaucoup en fût, mais historiquement l'Elisabeth Salmon est toujours vinifiée en cuve. Cette fois-ci, 17% de la totalité, et la totalité des crus que je vous ai donnés a été vinifiée un petit peu en bois, donc c'est des parcelles qui ont été identifiées et vinifiées dans ces petits fûts, est incorporée là-dessus. L'idée étant à l'époque d'apporter des épaules un petit peu au pinot noir dans une année qui était très fraîche. Pour les grands techniciens, malolactique bloqué à 60%, je peux y revenir si nécessaire. Et on est sur une mise en bouteille qui était en juin 2009, et le premier dégorgement, donc là où on arrête de vieillir le vin dans nos caves avec ses lits, on extrait les lits. Le premier est en juillet 2019. Donc vous allez trouver des bouteilles sur le marché entre juillet 2019 et fin 2020. Donc vous êtes sur un vieillissement de minimum 10 ans sur lit, avec ensuite 1 an et demi, 2 ans de vieillissement avec la liqueur, avec un dosage, c'est-à-dire un dosage très mesuré. On est sur 7 grammes par litre, ce qui est bas pour nos historiques à nous dans le rosé. Donc voilà pour l'aspect technique. J'ai essayé de répondre là-dedans à beaucoup de questions qu'on avait eues séparément et j'espère que ça y répond. Mais maintenant, on va passer à la chose la plus importante parce qu'au final, chez Bilcar, on ne fait pas des fiches techniques. On fait des vins, on essaye qu'ils soient excellents quand on peut. Et Paz va nous donner sa perspective, en premier sur la bouteille et ensuite on passera au magnum. À toi, Paz. Magnifique.
Magnifique. Donc, c'est une chance vraiment de pouvoir goûter cette bouteille. Bon, et la comparaison aussi entre bouteille et Magnum, que pour la première fois, il y a des Magnum. Donc, j'avais la chance aussi de déguster plusieurs millésimes d'Elisabeth Vilcar. Donc, c'est vrai que c'est toute une histoire de complexité, un des rosés des plus fins du monde. On voit aussi chaque personnalité avec une ligne de cohérence, mais une évolution impressionnante au niveau des forces, des styles et des élégances. Donc, j'ai fait la comparative entre les bouteilles et les magnums, mais la bouteille, déjà, la première fois que j'ai dégusté, c'était vraiment, voilà, super. C'était vraiment magnifique. Parce qu'il y a cette couleur très délicate, rose très pâle, comme oui, un petit peu cuivré dans les reflets qui apportent, voilà, ça c'est joli. Il y a des couleurs pour un rosé, mais c'est un couleur très délicat aussi, comme un pot d'oignon un petit peu plus marqué. Et à l'ouverture, il y a cette jolie mousse, mais très délicate, vraiment des fines, des fines bulles qui va à la superficie. J'ai choisi, on va parler des verres, mais j'ai choisi de servir dans un verre, des verres assez grands et on va parler des différents verres. Donc, ça on va faire. Mais en tout cas, la visuelle c'est assez magnifique. Et on va parler des différences, mais la première chose, c'est cette élégance et complexité. Et c'est un vin qu'on ne peut pas, on va dire, décrire en 2 minutes, parce que aussi avec les rations, aussi les verres et aussi la température, ça change et ça communique aussi beaucoup plus des éléments, des complexités. Et surtout, cette parfum, non? Cette caractéristique très parfumée, florale, où il y a aussi cette griotte des feuilles, des fruits rouges, mais très acidulés. Et aussi, on a découvert la première fois avec la chef, avec Anne-Sophie, et on trouvait aussi les feuilles de canélier, que la chef aussi travaille beaucoup et qui c'est profond, c'est complexe. Et aussi des notes aussi des sarrasins et les safrans aussi. Sont des mots qui encore une fois aujourd'hui, je déguste et sont là et qui jouent aussi avec aussi cette petite fruit rouge sauvage aussi, la fraise sauvage. Après, il continue à s'ouvrir. Il y a aussi une sous-bois très léger. Mais aujourd'hui, c'est plus les fruits qui dominent. Mais tout le reste, il apporte la complexité au nez. Donc Quand, tu es d'accord parce que pour comprendre bien les nuances de ce vin, on peut peut-être parler des verres même maintenant, il faut des grands verres et surtout une température pas trop fraîche, sinon vous allez vraiment vous couper beaucoup d'un aromatique. exactement. Donc, par exemple, j'ai ici à Paris, à la Dame des Piques, on utilise plusieurs verres, mais j'aime beaucoup aussi je peux parler des marques, Oui, mais bien sûr, bien sûr. l'allemand de Lehmann. J'ai choisi d'où les verres qui sont signés pour les chefs. Et il y a les numéros 2 et les numéros 4. Donc, les numéros 4, c'est les plus petites, mais que c'est déjà c'est grand, on va dire, par rapport
à les verres, on va dire, plus classiques que champagne. Et ici, encore une fois, c'est pas très classique parce que c'est plus ouverte aussi. Mais et vraiment, c'est une différence gustative et sensitive super. Donc, déjà, les grains verts, c'est très important. La température, comme tu as parlé, mais les verres, pour moi, c'est tout. Et comme aussi, c'est un vin on associe plus pour les mets, on va dire pas seulement pour Ouais. l'apéritif, sinon vraiment un vin des tables, un vin de repas. C'est vrai que les verres, c'est extrêmement important et d'avoir toute cette expérience au nez. Donc, et ici, par exemple, la différence qu'on trouve au nez, c'est que dans les deuxièmes verres, les verres plus grands, il y a plus aussi d'oxygène. Il y a aussi un côté un petit peu plus crémeux. Oui. Un côté, les fruits sont plus intenses. Et vraiment, ça s'ouvre, c'est très expressif tout de suite, presque. Donc c'est super. Et comme vous voyez, et moi, j'ai pas les verres hyper givrés. Moi, j'aime bien la température à 12 et aussi les vins, on peut vraiment parler des vins. Et on est en Champagne, mais on est dans les vins. Donc, c'est vrai que la fine bulle, on va sentir en bouche. Ça va pas disparaître si bien peut-être on ne voit pas très fort à la Ouais. visuelle, mais en bouche, on va retrouver, donc pas d'inquiétude, qu'on ne va pas perdre cette pétillance. Parce que c'est déjà dans les... Non, mais Pas, et puis on reçoit, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, on a une différente expérience à 9-10 qu'on a à 13-14. Ceux qui préfèrent l'aspect fruit, l'aspect plus tranchant du vin, va le retrouver, enfin en tout cas l'aspect tranchant plus à des basses températures. Mhm. Mais si vous voulez aller chercher les arômes secondaires, tertiaires, qui pour moi aussi ici sont un petit peu plus pâtissiers, clafoutis de cerise, et tertiaires, on est plus sur le safran, le poivre, les choses comme ça. Là, vous les aurez ou avec un vieillissement encore supplémentaire chez vous, ou vous l'aurez avec la température. Le carafage, qui était une des questions, peut être un accélérateur de ça et vous donner un point de vue de qu'est-ce que ça pourra devenir. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne le pense pas, mais ensuite, rien n'empêche d'expérimenter. Le grand verre est une mini carafe, en fait, si on est patient. Exactement, exactement. Après aussi, il y avait la question des carafes, carafes ou pas carafes. Aussi, il y a différentes carafes. Donc aussi, il faut choisir la carafe adaptée. Moi, j'aime bien la carafe, par exemple, Salto pour vin blanc et que c'est très droit, il n'y a pas beaucoup d'air, on va dire. Il y a une aération supplémentaire, mais il capture bien l'intensité des vins blancs, des grains rosés aussi. Donc aussi, quand on parle des carafes, aussi, il faut faire attention aussi à quel type de carafes on va utiliser. C'est une option. Pour moi, si par exemple dans le restaurant, on va servir une magnum peut-être et que tout de suite, il faut que les vins c'est expressif et ouvert. Ouais. Moi, je pourrais carafer une partie de la bouteille, servir et après faire un petit peu plus vite Ça cette te permet ouverture. d'ouvrir le début du magnum et ensuite, tu sais qu'avec l'ouverture de la bouteille, tu auras la même aération. Ce qui est sans Exactement. doute le bon moment. Pour toi, pour expliquer simplement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais normalement, un magnum, parce que le ratio bouchon-contenant est différent, on a moins de passage d'air et donc une oxydation qui est moindre, ce qui sous-entend normalement une longévité plus grande pour ceux d'entre vous qui veulent garder les vins plus longtemps. Donc, on peut vous dire avec confiance qu'en bouteille, c'est un vin qui peut partir sur un vieillissement de 10 voire 20 ans. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir une expérience du plus 20 voire 30, le Magnum est sans doute une option plus sûre.
Et puis le Magnum, comme tout le monde sait, le meilleur format, surtout quand on est deux. Voilà. Mais au-delà de ça, ce qu'on a voulu faire entre la bouteille et le Magnum, déjà c'est la première fois que nous faisons les Magnum, je répète. Les dates de dégorgement ne sont pas les mêmes, vous pouvez les voir sur les contre-étiquettes. En gros, les Magnum ont été dégorgés 1 an plus tard que les bouteilles pour prendre en compte cet aspect d'oxydation dont je vous ai parlé. Et autre aspect technique qui va intéresser certains d'entre vous, les bouteilles étaient bouchées capsule métal, donc qui laissent moins d'échange avec l'air, et les Magnum étaient bouchés liège, donc qui permet un échange accentué. Ceci étant dit, et Paz va nous donner son impression, mais on conserve toujours un décalage qui est souhaité, parce que si c'est pour avoir un Magnum identique à la bouteille, on n'est pas exactement sur l'expérience différenciée que l'on recherche. Voilà, Paz, raconte-nous ce que tu en penses du Voilà. Magnum. Et après aussi, on bouche aussi, c'est une expression hyper vif. Et il y a cette fraîcheur, cette intensité, cette structure que comme tu parlais de les pinots noirs, aussi des grands crus aussi qui apportent structure et que c'est totalement, on voit en bouche que c'est un vin que c'est un vin qu'il y a beaucoup de potentiel aussi pour continuer à vivre et à vieillir. Et c'est vrai qu'on ne sent pas les 2008, pas du tout. Donc, à l'aveugle, c'est vraiment cette vin qui va challenger beaucoup des palais parce que cette vivacité, cette force, et encore une fois, en bouche, on trouve aussi cette côté safran, cette côté aussi des griottes. Et c'est vraiment minéral et très. Il y a cette structure aussi. Et avec les grains verts aussi, que ça aussi change Ouais. qu'on Il a voit. il a un nez assez surprenant. Moi, en Magnum, beaucoup plus. Oui, Euh, Mine de crayon, un petit peu pierre à fusil, qui est la bouche. Il y a une variance, mais pour moi, la plus grosse différence, elle est dans le nez. Et comme tu oui, le dis, il y a une tension beaucoup plus supplémentaire. Une partie de ça, mais ça, c'est pas l'explication que Paz vous donner mieux que moi sur la différence bouteille Magnum, c'est que le millésime 2008, et pour ceux d'entre vous qui connaissez bien Elisabeth Salmon, est un millésime qui joue vraiment le registre, en tout cas à cette période, de la fraîcheur. Beaucoup plus que le 2007 qui le précédait, qui lui jouait des arômes un petit peu plus riches, un petit peu plus pâte de fruits cassis. Là, on a qui est la signature de 2008, en tout cas sur toutes les cuvées qu'on va sortir dans ce millésime-là, qui donne cette fraîcheur et cet éclat en finale. Alors, pour ceux d'entre vous qui cherchent cette fraîcheur, c'est sans doute le millésime pour vous. Pour les aspects plus riches, plus vineux, il va falloir attendre un petit peu pour que 2008 s'exprime comme ça, je pense. oui, et la Magnum aussi pour, on va dire, qu'est-ce que tu parlais aussi de l'aîné, c'est totalement vrai. Je pense qu'il y a il y a des embouchons liège, mais aussi il y a une réduction et très souhaitée que je pense que vous cherchez parce que c'est un vin qui c'est très jeune. C'est pour ça qu'il y a cette pierre à fusil, cette note à l'ouverture et que c'est magnifique. Et derrière, il y a toute cette intensité des fruits plus marquée que la bouteille. Et on voit qu'il est plus jeune dans tous les aspects. Aussi, au nez, on palais, et il y a, c'est comme un bébé, non? C'est beaucoup plus, plus jeune que la bouteille. Et c'est pour ça que c'est en garantie, parce qu'on peut on peut la garder en cave. Les fruits, il va rester longtemps là, je pense, pour cette cuvée. On va gagner en complexité, en structure, plus de structure encore, mais il y a une force des fruits incroyable. Et avec toute cette sobacha, les sarrasins grillés, les safrans, les fleurs, les pétales des roses. Il y a tout ce qu'on peut trouver en rosé avec une complexité supplémentaire. Donc, c'est vrai que c'est super de faire la comparative bouteille et Magnum. Et c'est super aussi que le client il a la possibilité d'acheter Magnum parce qu'il n'y a pas beaucoup de ouais, Non.
pour Elisabeth, c'est la première fois. Donc, c'est un vrai élément en cave important parce qu'on peut garder beaucoup de temps la bouteille. Il va gagner en complexité la bouteille et la Magnum, mais pour faire des comparatifs, pour servir avec une grande table, la Magnum, c'est assez spectaculaire. C'est toujours plus impactant. Et qu'est-ce que tu penses? Tu as commencé à nous aiguiller un petit peu sur les accords. Sur Oui, quoi tu conseillerais? Alors, je pense qu'on peut en révéler certains. La magie et le génie d'Anne-Sophie qui va jouer. J'ai vu des choses et j'ai goûté des choses extraordinaires. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je serais bien incapable de les refaire chez moi, donc il va falloir nous donner des suggestions qui sont extraordinaires d'Anne-Sophie et du faisable, reproductible, même par un bon chef chez soi. oui, une chose, bah, c'est super et magnifique de travailler avec une chef comme Anne-Sophie. Il a un talent incroyable. Je me sens vraiment. J'ai j'ai beaucoup de chance aussi de pouvoir travailler à côté d'une chef comme elle, parce que c'est unique et vraiment la cuisine, c'est sublime, c'est complexe. Et c'est pour ça que quand on a goûté j'adore de faire des dégustations avec elle. On se balade, on essaie de visiter des vignobles qu'on peut, aussi des distilleries, de faire on fait un échange tous les jours, des boissons, des plats, des mets, des produits. Et quand on a dégusté et la cuvée ensemble, c'est magnifique parce que tout de suite, on commence à parler des plats, on commence à parler des associations. Et il y a aussi des plats phares de la maison bah, qui une cuvée comme ça, il mérite une et l'autre de cet accompagnement. J'ai pensé aussi maintenant qui vient les printemps et qu'on se prépare, j'espère, pour l'ouverture Ouais. bientôt. Mais il y a un plat que j'adore, que c'est le homard aux fruits rouges. Et ce plat, ça a devenu un phare de la maison parce que c'est vrai qu'elle fait la combinaison des techniques françaises et des techniques japonaises de la cuisine. Et il y a tout un aromatique et tout dans les infusions, dans les sauces d'Anne-Sophie sont vraiment des infusions, sont vraiment des parfums. Et quand je déguste cette bouteille, je pense aussi à la complexité qu'elle cherche dans ces infusions. Et elle fait cet homard grillé, mais elle fait il y a un bouillon, un dashi en fait. C'est les bouillons japonais à base des algues et des bonites séchées. Mais il ajoute aussi une infusion de fruits rouges. Donc, c'est tout ce côté algues iodées, bonites et fruits rouges. C'est vraiment qu'est-ce qu'on sent dans cette verre, parce qu'il y a aussi la minéralité, les iodes, Ouais. après tous les fruits rouges aussi. Donc, il y a les côtés fruités et après tous les côtés complexes qui viennent de la part Et des la côtés iodés texture, les et la textures texture, différentes. totalement. Bah, Et là, il y a un des plats, notamment, je pense que ça fait partie de ses signatures, c'est le millefeuille un peu inversé, là. oui, Ça, enfin, moi, j'ai eu le plaisir de goûter. Je dis pas, c'est pas forcément ce que je recherche, le dessert avec le champagne, mais j'ai fait deux accords qui sont à différents, vraiment deux extrêmes. oui. Le millefeuille d'Anne-Sophie, bon, grandiose, avec une espèce de petite compote d'agrumes qui était extraordinaire. Et ma fille m'a fait une soupe de fraises. Bon, c'est un autre registre, mais ça fonctionnait très bien aussi. Eh oui, eh oui. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai pensé aussi bon, à différents types de desserts aussi qui ont fait des accords avec les rosés. Bon, avec l'homard, c'est magnifique. Après aussi, on peut servir avec un veau et ça va être super. Donc, on attend l'ouverture pour servir
maintenant qui a sorti la cuvée. C'est cette cuvée avec les veaux aussi, qu'elle fait un veau mariné en lit saké. Et c'est très, très complexe aussi. Et il y a aussi, il y a aussi les moris, maintenant peut-être un petit peu tard, qu'on va ouvrir. Mais que c'est un plat sublime et qu'ici, il y a les structures. Et pour les desserts aussi, on a fait avec, comme tu dis, les millefeuilles. Il y a des différentes versions, mais il y a une version aussi où il y a pamplemousse et aussi rose de Damas. Donc aussi les côtés roses et les côtés agrumes, pamplemousse, qui est joué avec cette amertume noble et que c'est magnifique aussi. Votre restaurant à Singapour, la Dame de Pique, est ouvert chez des amis du Raffles et j'ai vu qu'il était servi sur le veau. Oui, Ça nous a exactement. fait bien plaisir. Il y avait un dîner Exactement. hier. J'ai vu hier, on m'a envoyé des photos. On regrette de Exactement. ne pas pouvoir être là. Mais c'est un super accord et on est ravis parce que la cuisine d'Anne-Sophie est bien sûr mythique et elle a aussi beaucoup de facettes différentes et de personnalités différentes ou d'expressions différentes. Un petit peu comme cette cuvée Oui. qui peut vraiment jouer. Et aussi, qu'est-ce que c'est intéressant, par exemple, je propose aussi d'écouter, par exemple, quand on déguste un champagne, comme celui-ci, comme Elisabeth Salmon, et par exemple, entrée, plat et dessert, aussi, on peut jouer sur les températures et sur les verres. Et pour les desserts, on peut finir avec un verre un petit peu plus petit, avec Ouais. la bouteille qui reste au frais. Donc, on redécouvre la même bouteille, mais avec un petit peu de temps d'ouverture, mais aussi une température plus basse et aussi un verre un petit peu plus petit, pour garder Pour toujours remettre de la bulle l'électricité, et de la la tension. fraîcheur, exactement, et la tension. Et donc, on peut vraiment servir dans 3 verres différentes, en différentes étapes des repas. Et c'est magnifique parce que il y a des belles surprises à niveau gustatif, à niveau texture, à niveau aussi nez, complexité au nez, que c'est super. Et bon, j'ai beaucoup de plats aussi. En tout Mais cas, on a hâte de pouvoir retrouver à Valence, à Paris, à Megève, je ne sais pas quand, dès qu'on peut pour renouveler cette belle expérience. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions parce que sinon, on va vraiment ah répondre oui, à aucune. ah oui, Et oui. il y en avait, alors on a essayé de répondre sur les questions de la verrerie, de la température de service, les accords mets-vins, j'espère qu'on a répondu. Il y avait cependant des questions pour toi qui étaient, je pense, qui sont un petit peu plus larges. Alors tu me dis si tu es allé. Alors il disait en 3 mots, comment, on a eu 2, 3 fois cette question-là, mais en gros, en 3 mots, comment tu peux résumer ou décrire la cuvée Elisabeth Salmon 2008? Et oui, donc 3 mots, Tu as le droit à 4, c'est un c'est pas challenge. grave, ils sont pas là. Si, il y en a 4, il y en a 4. Non, mais je peux dire, c'était élégance, force, c'est parfum et, euh, et précision. Je pense que cette quatre il la définit parce que c'est c'est un vin qu'il y a tout, la finesse, l'élégance, mais la force. C'est pas très facile tous les jours de trouver un vin qu'il y a les deux, comme ça, avec cette précision. Donc, je pense que ça sera Je l'ai les noté. 4 Tu mots. m'en voudras pas si je les reprends, les adjectifs, hein. Je l'ai noté. Je l'ai noté. Et autre question qu'on avait pour toi, j'essaie de Oui, trier. je les avais Oui, ça aussi. c'est plus personnel. Un souvenir marquant ou une anecdote avec la maison Bilkar Salmon. Donc plus large que la cuvée. Oui, donc il y a beaucoup, mais c'est vrai que la première fois que j'ai dégusté les rosés Bilcar Salmon, c'était en Argentine et c'était il y a plus de 15 ans. Et j'avais une émotion spéciale parce qu'on avait fait ça dans un hôtel magnifique à Buenos Aires et c'était aussi, j'étais en train
d'étudier beaucoup. J'avais gagné meilleur sommet d'Argentine. Et j'avais toute cette idée de voyager, de continuer à apprendre, de continuer à explorer le monde des vins. Et quand je dégustais, pour la petite histoire aussi, je pense que tout le monde y savent qu'en Argentine, on n'a pas beaucoup de vins étrangers. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir déguster et boire des champagnes comme ça. Et c'était une cuvée qu'on avait étudiée tellement emblématique, un rosé, les rosés Bilcar. Donc, et j'avais une grande émotion et avec cette dégustation. Et c'était, j'ai dit non, mais il faut que je parte de l'Argentine et j'ai besoin de comprendre plus, de déguster ce type de vin plus souvent. Et c'était comme une espèce de clic, on va dire, pour me projeter aussi dans le monde, parce que d'abord je suis allée en Chine et après en France. Mais c'est super. Et deuxième, je pense que la sensation qu'on a quand on visite chez vous les chais des foudres, Oui. je pense que c'est une émotion indescriptible. Je pense que c'est un lieu sacré. C'est comme, et on entre là et voilà, il a tous les foudres et c'est impressionnant. Et ça, c'est aussi, c'est pas facile, on va dire, de sentir ça dans un chai ou dans un espace aussi. Mais c'est spécial. C'est vraiment spécial que vous avez fait. Donc, j'adore de visiter. Bah écoute, on est toujours ravis et Paz et au-delà d'être brillante, a une capacité d'écoute et de compréhension bien sûr, elle est trop modeste pour vous le dire, mais une capacité de compréhension du terroir et de notre métier à nous qui nous aide, parce que d'avoir des dialogues à ce niveau, tout étant dans la compréhension des problématiques réelles, c'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec elle et toute son équipe, parce qu'il y a une réelle culture familiale avec toute l'équipe PIC. Alors, on ne pouvait pas avoir tous les sommeliers de l'équipe avec nous, même ils sont tous brillants, mais on n'a pas ce qui parle pour eux et on est vraiment ravis. Je vais revenir à mes questions parce que je sais qu'il Oui, oui. faut qu'on switch. Je vais juste répondre à deux, trois. Alors, il y en a une qui était une bonne question. Est-ce que c'est mieux de boire un magnum ou deux bouteilles? Ah, Ça, oui, c'est un ami qui nous l'a posé. Alors, alors, bon, pour certains, ils vont dire que c'est la même chose. Bah, écoutez, je pense que la réponse, c'est ça dépend quand. oui, Donc, dans 20 ans, ça dépend quand et ça dépend combien on est. oui. Donc, si c'est vous voulez ouvrir cette bouteille relativement rapidement et avoir une idée de l'expression d'Elisabeth Salmon, je vous recommande une bouteille, deux si vous arrivez à en trouver deux, euh, parce que ça va être assez compliqué. On a beaucoup de demandes, mais on va faire de notre mieux. Le Magnum, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment avoir cette capsule de temps et d'expression pour un vieillissement plus long, et bien sûr pas tout seul, mais avec un groupe d'amis, je pense que cet aspect partage sera très intéressant, mais il va falloir être un petit peu plus patient si vous voulez la même expression qu'une bouteille. Donc, le mieux, c'est d'en avoir un de chaque et la bouteille pour voir ce que sera peut-être le Magnum dans quelques années. Mais aussi, si on ouvre un magnum, par exemple, à deux, on va dire, et on peut aussi, qu'est-ce que c'est super et que j'ai fait beaucoup avec beaucoup de vins, c'est de laisser, on va dire, l'aération, bien sûr, avec un bouchon, Un stopper, oui. mais à les 12e jours, il faut découvrir les vins à les 12e jours. Et même, je teste beaucoup de vins et il y a des vins que je laisse, je cherche de laisser ouverte avec les bouchons, et goûter plusieurs jours. Et c'est impressionnant comme ce type de vins qui est vraiment, il a beaucoup de force et beaucoup de potentiel. Et, et on n'a pas, on va dire, il faut pas se stresser pour les boire tout de suite, on va dire 2-3 jours. Et ça gagne en complexité, ça gagne aussi en, voilà, les vents, ils bougent, ils s'ouvrent. Donc, peut-être on perd un petit peu la force de la pétillance,
mais la complexité, c'est incroyable. Donc, j'invite aussi les deuxièmes jours de la Mais Magnum. toi, C'est toi toujours. Paz, tu as une patience que beaucoup d'entre nous n'ont pas, je pense. Ensuite, j'ai eu une question sur le vieillissement. J'ai essayé de répondre tout à l'heure, mais pour être clair, parce qu'on l'a eu beaucoup en potentiel de garde. Donc, euh, comme Paz vous l'a dit, il n'y a pas d'urgence. Je pense que très confortablement, une bonne dizaine d'années, voire 20 ans en bouteille, je suis vraiment pas inquiet. Pour les, j'aime pas le mot collectionneur, mais pour les plus patients d'entre vous, là, vous pouvez vraiment vous rajouter une bonne dizaine d'années sans grand souci. On a eu l'occasion avec Paz, il y a quoi, il y a 6 mois, Oui, de goûter des 88 et des 90 qui étaient en bouteille. sublime. Certes, c'est une autre expression. On est là pour le coup, on joue beaucoup plus dans le secondaire et dans le tertiaire, dans une richesse, une vinosité. Mais je pense que Paz sera d'accord, il n'y a pas d'enjeu que le vin va basculer Ah non, ah non, non, non. On avait une magnifique expérience et je te remercie encore parce que les 88, les 90, non, c'était sublime de déguster cette vin et la vivacité, la fraîcheur. Donc, j'ai partagé aussi des photos à, à toutes les personnes qui me suivent en Instagram. Mais c'est vrai que il y avait une grande émotion de déguster la première cuvée, les 88 et les 90, c'était sublime, sublime. Ouais. Et donc voilà, et après on a continué de mes deux, mais, mais pas d'inquiétude, on peut les garder. Écoute, on est d'accord. Dernière question que je vais répondre, ensuite on va vous laisser, à moins qu'il y en ait d'autres. C'est votre moment là pour poser des questions. C'était la différence avec le millésime 2007. Je sais beaucoup, il a beaucoup plu ce millésime 2007. Bon, on en a plus depuis une bonne année. Pour faire simple, pour le 2008, attendez-vous à beaucoup plus de fraîcheur, de longueur, un aspect plus sur l'aspect rafraîchissant. Le 8 était déjà beaucoup plus riche. Donc, sachez que si ce qui vous a plu dans le 7, c'est-à-dire cette richesse et cette relative vinosité, parce qu'on reste chez Vilcar et on privilégie la finesse et l'élégance, vous ne l'aurez pas immédiatement sur le 2008. Donc voilà le conseil que je peux vous donner dans ce registre-là. Oui. Oui, je vois les commentaires aussi. Je vois s'il n'y a pas un autre. Je pense qu'on a fini avec toutes les questions qu'on avait. Mais oui, je pense qu'on a pouvoir répondre à beaucoup des. Et, Oui, vous des aurez pour les questions. millésimes produits depuis 1988, vous avez une cartographie des millésimes sur notre site internet qui va vous donner aussi l'évolution, va pouvoir vous donner tout ça. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a vraiment que vous pensez quelque chose qu'on n'a pas répondu, envoyez un petit message. C'est toujours un petit peu difficile et on fera notre mieux pour répondre à tous. Et peut-être qu'on ne répondra pas aux mêmes questions à la version en anglais. Alors pour les anglophones, rendez-vous dans 10 minutes. Paz, Et aussi, bon, j'ai partagé aussi à tout le monde on travaille beaucoup sur l'ouverture de la restaurant à Megève. Donc, j'espère que aussi, on va pouvoir partager cette magnifique cuvée à Megève également avec la carte encore reste surprise, mais on vous attend aussi dans la montagne cet été. on s'attend tous mutuellement. Nous, on attend juste que tu ouvres. Dès que tu ouvres, on est là. Il faut juste que notre ami Jean Castex fasse au mieux pour que ça arrive le plus rapidement possible. On le souhaite en tout cas. Et un grand soutien à toute la profession c'est pas facile. Et on espère franchement pour vous parce que c'est des amitiés profondes qu'on a avec toute l'industrie. Et on espère franchement que pour vous et pour nous, il y a un côté pour vous, mais aussi pour nous égoïstement, de pouvoir retrouver ces moments de partage et de grande gastronomie comme la Maison Pic sait faire de manière inoubliable. À bientôt à tous. Merci Paz en français. Merci beaucoup. See you in 5 minutes. Yes, I will prepare another Magnum. À bientôt, à tout de suite. À bientôt. Merci à tous.